Donc je vais vous parler de la prise en charge des instabilités de cheville. Je vais surtout parler des entorses aiguës et de l'instabilité chronique. Je parlerai que du ligament latéral externe, je ne vais pas parler de la syndèse posterio-fibulaire distale ni du ligament latéral interne, parce qu'en 20 minutes c'est un peu trop court. Donc il faut savoir que l'instabilité chronique, c'est un peu comme le genou, ça donne de l'arthrose. Et dans la cheville, c'est la deuxième cause d'arthrose de cheville, après les traumatismes, après les fractures. Je vais vous parler rapidement d'anatomie. On sait normalement qu'il y a le ligament tibiofibulaire antérieur et le ligament calcanéo-fibulaire qui composent le ligament latéral de cheville. Récemment, en 2018, il y a Jordi Vega qui parle maintenant d'un complexe ligamentaire fibulo-talo-calcanéen qui a un point commun. Alors ça passe très mal là, ça passe très mal. C'est pas grave. Normalement, en rouge, en haut, vous avez le ligament tibiofibulaire antérieur et il a décrit ce complexe en fait fibulo-talo-calcanéen que vous voyez en bleu. Et ce ligament, en fait, il est isométrique complètement, c'est-à-dire qu'il est tendu de façon égale en flexion et en extension. Donc, concernant la prise en charge aiguë dans les entorses, donc l'entorse aiguë, vous avez quelqu'un qui arrive et qui a une entorse aiguë, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? On va éliminer la fracture, et puis secondairement, on va essayer de chercher une entorse grave, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir une déchirure ligamentaire et une rupture ligamentaire avec possiblement une laxité clinique. Et c'est ça qui prime, c'est est-ce qu'il y a une laxité clinique, qui n'est pas forcément facile à rechercher en aigu. Et donc suspecter cette entorse grave avec des signes cliniques. Éliminer la fracture, c'est avec les critères d'Ottawa, où le patient, où on fait des radiographies si le patient a plus de 55 ans, s'il a l'impossibilité de reprendre l'appui et de faire 4 pas, la douleur à la palpation des malléoles, et la douleur à la palpation de la base du 5e méta ou de l'os naviculaire. Différentes fractures peuvent être visualisées, la fracture de la moelle externe, la fracture de la base du 5e méta, et celle-ci à côté, il n'y a pas de fracture, je vous rassure, c'est une diastasis interne avec une rupture du ligament latéral interne et du ligament tibiofibulaire distal avec probablement une atteinte de la syndesmose de la membrane interosseuse, et ça c'est chirurgical. D'autres fractures sont quand même beaucoup moins connues, c'est la fracture du tubercule latéral du talus, qu'on appelle aussi la fracture du skater ou du snowboarder. Donc ça peut être aussi chirurgical, ça se discute beaucoup, c'est en fonction de la taille du fragment, c'est en fonction de si on peut le refixer, si on doit l'enlever dans un premier temps ou dans un second temps. Et la fracture de la malléole postérieure, pareil, elle peut être chirurgicale ou non. Ensuite, on va aller chercher l'entorse grave. On va chercher des signes qui vont nous faire suspecter l'entorse grave, dont le traitement va être différent d'une entorse bénigne, lambda, on va dire. Donc déjà à l'interrogatoire, le craquement n'est absolument pas un signe d'entorse grave, bizarrement. C'est pas un signe d'entorse grave, c'est pas parce que le patient a dit oui, ma cheville a craqué, que c'est une entorse grave. En revanche, l'intensité de la douleur, l'arrêt immédiat de l'activité, l'œdème immédiat et l'appui impossible après le traumatisme sont des signes, je ne dis pas que c'est une entorse grave, mais sont des signes qui doivent faire suspecter une entorse grave. Qui dit entorse grave dit déchirure ligamentaire. L'examen physique, avec l'hématome. L'importance de l'hématome est un signe d'entorse grave de cheville. Vous pouvez avoir un petit hématome ou un hématome en externe, en interne, en postérieur. Ça, c'est quasiment un signe qui fait suspecter l'entorse grave vraiment. La taille de l'hématome et l'importance de l'hématome. Concernant l'examen clinique, la palpation du ligament tibiofibulaire antérieur, donc la douleur à ce niveau-là, tout traumatisme de cheville, ils vont avoir mal là. Donc c'est absolument pas un signe d'entorse grave. En revanche, la douleur au niveau du ligament calcanéo-fibulaire, du ligament tibiofibulaire antérieur, du sinus du tarse et notamment du ligament latéral interne sont des signes d'entorse grave. Et notamment le ligament latéral interne, même si le pied est parti en varus, c'est des signes de contre-coup et ça évoque un gros traumatisme. La cheville est vraiment partie et c'est un des signes qui doit faire suspecter une entorse grave. Une fois que vous pensez que c'est une entorse, vous savez si c'est une entorse grave ou bénigne, donc quelle contention? Ces attelles-là, il faut vraiment les prescrire comme entorse bénigne. Moi, personnellement, je les prescris jamais, parce que je vois très peu d'entorses bénignes et je les vois jamais, je les vois en la suite. Donc ça, je vous montrerai ce que je fais dans les suites. Mais en cas d'entorse grave, pour moi, il ne faut pas prescrire ça. C'est surtout pas. Donc comment on choisit? Si on a des critères d'entorse grave, notamment, je redis, c'est l'hématome, la douleur interne, l'impossibilité de se mettre en charge, et le mieux, c'est de prescrire des bottes de marche. Donc la botte de marche, c'est pareil, c'est facile, c'est simple, on n'a pas besoin de faire de plâtre et tout comme ça. Moi, j'en prescris très peu, je fais souvent des bottes en résine moi-même. Alors c'est compliqué à faire, je sais,
Si vous ne les faites pas, c'est ça qu'il faut prescrire en cas d'entorse grave. La durée, ça c'est une étude dans Lancet. La durée, ils disent 10 jours, minimum 10 jours. Je parle des entorses graves. L'entorse bénigne, c'est toujours pareil. On peut aussi prescrire même rien du tout, un traitement fonctionnel simple, sans attelle de type Axmen. Donc c'est 10 jours. C'est toujours pareil. En fonction de l'hématome, vous avez un hématome qui est énorme, le patient ne peut pas poser pied par terre. L'immobilisation va sûrement être plus longue et plus importante. Un patient, moi, qui arrive à ma consultation, qui a fait une entorse grave, où cliniquement j'arrive à l'examiner et j'ai une laxité qui est importante au niveau de ces 2 ligaments, je lui fais une botte en résine à 90 degrés pendant 1 mois avec appui autorisé. Et ensuite, j'enlève la botte et je lui fais faire de la rééducation. Ce n'est pas forcément les recommandations, mais c'est ce que je fais. Parce que ça marche. La kiné, ça aussi. La kiné, toutes les recommandations, l'HAS, les différentes publications disent qu'il faut commencer la kiné le plus rapidement possible. Ça, c'est vrai pour les entorses bénignes, bien entendu. Pour moi, même, c'est un traitement fonctionnel, donc il faut qu'il remarche, il faut qu'il reprenne une vie normale le plus rapidement possible. Pour les entorses plus graves, ça ne sert à rien de commencer de la kiné si le patient, déjà, il ne peut pas marcher. Il n'arrive pas à faire 3 pas, ça ne sert à rien de commencer la kiné. Il faut commencer la kiné effectivement le plus rapidement possible, quand l'œdème a déjà bien dégonflé et quand il peut déjà arriver à remarcher, pour lui montrer ce qu'il faut faire. Et c'est aussi la kiné, comme on disait ce matin, de l'auto-rééducation. Et l'auto-rééducation passe par une reprise de la vie quotidienne, une marche normale. La place de la chirurgie dans les entorses aiguës. Ça aussi, c'est difficile. Donc moi, j'ai appris ici, quand je suis arrivé ici, c'est que les sportifs de haut niveau, la plupart du temps, on les opère. Vraiment haut niveau. Il n'y a aucune étude, c'est seulement un avis d'expert. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une réparation en aigu. C'est-à-dire qu'on va suturer. Le ligament est cassé, on va le suturer, on va mettre des points. Des fois, on est obligé de faire une réinsertion parce qu'il est complètement arraché de la malléole. Mais la plupart du temps, ça nous prend, on va dire 20 minutes. Il y a juste à mettre 2 points sur le ligament latéral externe et on met un plâtre et c'est fini. Pourquoi pas le faire chez les non-sportifs de haut niveau? Parce qu'il faut laisser, entre guillemets, la nature faire, en général. Les gens, ils ne sont pas demandeurs. Le problème du sportif de haut niveau, c'est que si ça ne marche pas, le traitement simple orthopédique, il va perdre encore du temps. Il va avoir des douleurs séquelaires, il va avoir une instabilité, et il n'aura pas perdu 3 mois, mais il aura perdu une saison, voire plus. Qu'est-ce qui se passe, moi, dans ma consultation chirurgicale? Là, on passe plus sur le versant un peu chronique. Sur le versant chronique, il y a le patient qui vient, j'ai des instabilités chroniques. Mon interrogatoire va me permettre de distinguer 2 choses. Est-ce que le patient fait des entorses graves, aiguës, à répétition, ou est-ce qu'il est instable dans la vie quotidienne? Et ça change beaucoup de choses. Le patient qui va faire des entorses à répétition, ça dépend le nombre de la fréquence, mais par exemple, il va en faire une tous les 6 mois ou une fois tous les 2 ans, avec un vrai traumatisme, un vrai hématome. Ça, c'est la première plainte. Il y a la deuxième plainte qui, pour moi, est l'essentiel, c'est l'instabilité dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que le patient, il marche, et il y a un caillou, il y a quelque chose, sa cheville, elle fait ça, mais il ne se fait pas d'entorse. Ça, c'est ce que j'appelle l'instabilité chronique de cheville. Pour moi, c'est ça l'instabilité chronique de cheville. Ce ne sont pas des entorses à répétition. Bien sûr, ce patient-là peut faire des entorses à répétition s'il fait du sport. Et ça, on va le voir après dans un second temps, c'est l'examen clinique qui va dire les choses. S'il y a une instabilité, le patient fait soit des entorses à répétition, mais il a une vraie instabilité. Le patient qui fait des entorses à répétition, mais qui n'a aucune instabilité, c'est-à-dire qu'il cicatrise à chaque fois. Donc moi, je ne peux rien faire pour lui, et ce n'est pas une intervention qui va lui éviter des grosses entorses. L'intervention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui éviter que quand il y a un caillou, la cheville fasse ça. C'est ça l'intérêt d'une chirurgie ligamentaire. Donc justement, l'insécurité, l'instabilité, parfois elle peut être douloureuse, et la gêne dans les activités professionnelles, sportives, les activités quotidiennes. La douleur, elle doit faire évoquer des lésions osseuses ou cartilagineuses. L'examen clinique, donc on va rechercher des facteurs favorisants, le varus de l'arrière-pied, l'hyperlaxité constitutionnelle, la rétraction d'Achille, la surcharge pondérale, les points douloureux, notamment au niveau du ligament latéral interne et de la syndesmose tibio-fibulaire distale, et des signes de conflit osseux ou antérieur. Qu'est-ce que je leur demande? Alors ça, je ne le fais pas en aigu, mais je leur demande de faire ça, un test de proprioception. Je leur demande déjà de se mettre sur la pointe du pied, et de garder le talon le plus haut possible, et de faire des petits pas comme ça sur le côté. Et donc là, déjà, vous voyez sur le côté gauche, il est beaucoup moins à l'aise. Et déjà, on voit comment il gère sa cheville. Vous voyez, il est beaucoup moins à l'aise. Ça, c'est un patient. En plus, j'ai mis ce patient parce qu'il a une hyperexcité, ce patient.
Donc ça, c'est quelqu'un qui vient à la consultation, c'est pas en aigu, hein, je fais jamais ça en aigu, je ne demande pas, ça ne servira à rien, parce que je sais que ça ne sera pas bon. Ensuite, ce qui est le plus important, c'est la force musculaire. Donc je teste la force musculaire dans tous les secteurs, que ce soit en flexion dorsale, en flexion plantaire, sur les fibulaires et également sur le tibial postérieur. Je vois un tas de patients arriver pour des instabilités chroniques de cheville qui n'ont pas de force musculaire. Je ne les opérerai jamais s'ils n'ont pas de force musculaire. Oui, mais docteur, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que je fais de la kiné. Je lui dis, je veux bien, moi, mais je n'ai pas le résultat, en tout cas, du kiné. C'est-à-dire que je n'ai pas de force musculaire. Et c'est flagrant. Là, il a une très bonne force musculaire. Hein. Mais sur plein de patients, c'est flagrant. Et l'important, c'est toujours pareil, c'est comparatif. C'est comparatif et le patient le ressent très bien. Et donc là, il comprend. Donc qu'est-ce que je leur dis ? Je lui dis, vous retournez voir votre kiné, vous lui dites que je veux quelque chose de comparatif, de symétrique notamment, au niveau de la force musculaire. Et je lui dis, vous achetez des élastiques chez Decathlon, là, avec les chiffres où il y a des trous dedans, et vous faites ces mouvements-là, tout seul, à la maison. Donc ça, c'est une grosse partie. Et vous revenez me voir que quand c'est comparatif, et symétrique surtout. Ensuite, le testing ligamentaire. Ça a changé ma vie. Je suis allé voir Dr Ronnie Lopez à Nantes, et vraiment, ça a changé l'examen clinique de la cheville. Et maintenant, je me base que sur mon examen clinique. Je ne me base plus sur les radios IRM, je vous en parlerai tout à l'heure. Je les installe en décuisse ventrale, je tiens le tibia, je leur demande de se relâcher, et là, j'avance toute la cheville vers l'avant. Donc là, je teste le ligament tibio-fibulaire antérieur. Donc lui, il a une laxité déjà. Il a une hyperlaxité. Normalement, ça ne bouge pas autant. C'est à gauche le problème chez lui. Donc c'est ces patients-là qui sont un peu hyperlaxes, on ne voit pas trop, et on ressent bien en fait, et le patient ressent bien. Donc là, je teste le ligament tibio-fibulaire antérieur, et ensuite, je teste le ligament calcanéo-fibulaire. Donc le ligament calcanéo-fibulaire, je le teste en fait en mettant la cheville bien à 90 degrés. Je mets une pronation de l'avant-pied, je bloque l'avant-pied, et j'imprime en fait un varus de l'arrière-pied. Et là, je vois s'il y a une différence ou pas. S'il n'y a pas de différence, je ne peux rien pour le patient. Pourquoi ? Parce que je ne ferai pas mieux que ce qu'il a de l'autre côté. S'il y a une différence, je peux faire mieux. Donc il y aura une indication chirurgicale à discuter en fonction de s'il y a une force musculaire qui est présente ou pas, parce que ce n'est pas la chirurgie qui refait le muscle. Avec l'imagerie, je demande toujours 2 choses. La radiographie en charge, face, profil, ça permet de voir les lésions osseuses, s'il y a de l'arthrose débutante, des signes de conflit osseux, s'il y a des stigmates d'entorse à répétition, des calcifications ligamentaires externes, internes, s'il y a un diastésis tibio-fibulaire distal. Je demande toujours une incidence de Méhari pour voir l'arrière-pied, dans quel axe il est, s'il est varus ou valgus, et une phase dorsoplantaire. Toujours en charge, je répète, en charge, de toute façon, j'en refais souvent parce que c'est très très rarement fait en charge. Les radiographies dynamiques, ça existe, j'en demande jamais, c'est opérateur dépendant, ça peut être fait manuellement ou instrumentalement, ça a une très bonne spécificité, mais c'est une sensibilité qui est beaucoup plus faible. Personnellement, mon examen clinique me suffit depuis que j'examine les patients d'écluse ventrale comme ça. L'échographie, malheureusement, je vais me fâcher avec les radiologues, mais j'en demande plus. J'en demande plus parce que j'ai beaucoup de faux négatifs, de faux positifs. Même sur des gens où j'ai aucune laxité, ils peuvent dire que c'est cassé. Ce LTFA, le LCF, ou quand j'ai absolument pas de laxité clinique. Donc j'en demande plus. Désolé Yannick. Mais c'est vrai que j'en demande quasiment plus. Si elle doit être faite, pour moi, elle doit être faite déjà de façon dynamique et bilatérale. Parce que comme on peut voir, on peut très bien voir des patients comme sur l'examen que je vous ai montré, le patient qui est hyperlaxe. L'arthroscanner, je le demande en systématique, toujours. Ça permet de voir les lésions osseuses, les lésions cartilagineuses, le ligament notamment externe, avec si la gaine des fibulaires se remplit principalement, les conflits osseux, et ça permet également dans le même temps de faire une infiltration si le patient est douloureux. L'IRM, je demande de moins en moins, souvent ils arrivent de toute manière avec. Je demande surtout si j'ai des douleurs associées de type tendinopathie, que ce soit fibulaire ou tibial postérieur. Et le doute diagnostic, ça je l'ai mis avant, mais on pourrait l'enlever. Donc en pratique, le patient qui présente alors ça se range rarement en 2 cases, mais le patient qui arrive avec des mobilités qui sont non symétriques, notamment et principalement une force musculaire qui est diminuée comparée au côté contralatéral, qui n'a pas forcément de laxité clinique ou seulement du LTFA, et que la douleur est plus importante que l'instabilité,
Il n'y a aucun traitement particulier à faire de façon chirurgicale. Dans ces cas-là, c'est kiné, semelle vagisante et infiltration si la douleur est prépondérante à l'instabilité. Si par exemple les mobilités sont symétriques, la force musculaire est symétrique également, qu'il y a une vraie laxité clinique, comparé à l'autre côté, que l'instabilité est prédominante sur la douleur, dans ces cas-là, il y a tous les feux qui sont ouverts pour faire une chirurgie. Donc les traitements chirurgicaux, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Ça passe par la réparation isolée, la réparation à écran fort, les reconstructions. Et ces reconstructions peuvent être anatomiques ou non anatomiques, notamment les ténodèses qui ont beaucoup été faites. Donc, qu'en dit la littérature? La littérature dit que la réparation directe ou les reconstructions anatomiques restaurent une cinématique de cheville physiologique. Les meilleurs résultats et moins d'arthrose pour tout ce qui est anatomique, comparé à tout ce qui est non anatomique, donc je parle des ténodèses. Et encore une fois, meilleurs résultats fonctionnels pour les réparations ou reconstructions anatomiques que les ténodèses. Donc les ténodèses maintenant doivent être complètement abandonnées. On parle soit de réparation anatomique, soit de reconstruction anatomique. Mais tout ce qui est ténodèse au cours fibulaire, tout ça, ça ne doit plus se faire. Le choix de la technique, moi personnellement, je privilégie en première intention la réparation. Pourquoi? Parce que ça ne coupe absolument pas les ponts pour une future vraie reconstruction ligamentaire. Les limites, en général, ça peut être l'hyperlaxité, l'obésité ou l'ancienneté des lésions. On dit souvent que oui, mais réparer, si ça se trouve, le tissu ne va pas être là, le ligament ne va pas être là. Moi, personnellement, si je dois me faire opérer, je dois choisir une réparation. Parce que qui dit reconstruction anatomique, dit tunnel, et on le verra tout à l'heure, dans la malléole, dans le talus, dans le calcanéum. Si ça ne marche pas, il faut refaire encore quelque chose. Et ce n'est pas comme un croisé avec un fémur ou avec un condyle. Quand vous faites un tunnel dans une fibula ou dans un talus ou dans un calcanéum, il n'y a pas la même place que dans un fémur ou dans un tibia. Refaire isolément le LTFA ou le LTFA pour le LCF, ça peut se faire également sous arthroscopie ou à ciel ouvert, bien entendu. La réparation anatomique, à quoi elle est destinée? C'est à réparer, à retendre les ligaments ou les tissus cicatriciels, les tissus qui sont parfois pathologiques. Donc ça a été décrit par Brostrom en 1966. On peut utiliser en plus des renforts, que ce soit au rétinaculum des extenseurs ou au périoste. Ça a été utilisé par Gould. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent la technique Brostrom modifiée Gould. C'est réparation anatomique, c'est-à-dire que c'est une retente ligamentaire plus ou moins capsulaire avec un renfort également. Les reconstructions anatomiques, je remercie le docteur Lopez qui m'a fourni son animation. Donc la reconstruction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des tunnels un peu partout, dans le talus, dans la fibula et dans le calcanéum. Donc dans le talus, c'est une zone qui est assez précise, on peut très bien le voir sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Vous avez une zone absolument sans cartilage au niveau du talus, vous avez le sinus du tarse, et ça se situe exactement entre les deux, vous allez vous faire votre tunnel. Pour ce qui est du tunnel fibulaire, vous avez la zone qui a été bien décrite par Jordi Vega où il y avait le complexe fibulo-talo-calcanéen avec une insertion commune au niveau de la pointe de la malléole qui se situe ici. Donc vous allez faire votre tunnel à ce niveau-là. Et le tunnel calcanéen ensuite, c'est assez facile. Et d'ailleurs, Ronnie Lopez a bien montré que c'est environ 1 cm en arrière et en distal de la pointe de la fibula. Ensuite, vous allez fixer, vous avez un transplant, en général on prend un DI qu'on a faufilé de part et d'autre, en général c'est 11 cm. On va le fixer par une vis de bioténodèse au niveau du talus. Ensuite, on va monter un endobouton au niveau de notre greffe. On va passer la greffe au niveau du calcanéum. Une fois qu'on a passé la greffe au niveau du calcanéum, on va pouvoir monter l'endobouton. On va fixer ensuite au niveau du calcanéus. Et puis ensuite, on va pouvoir retendre via l'endobouton, excusez-moi, à ce niveau-là, et comme ça, ça va serrer les deux faisceaux, en flexion à 90 degrés. Qu'en est-il de la littérature, des littératures récentes sur la réparation chirurgicale, open versus arthro? Il n'y a aucune différence entre les deux techniques sur le long terme. Récemment, en 2021, il y a une étude qui a été publiée par Doug, qui montrait qu'il y avait des meilleurs scores AOFA, CVAS à 6 mois et un retour à l'appui plus rapide. Concernant la reconstruction, open versus arthro, il n'y a aucune étude encore. Je passe vite sur les résultats arthroscopiques des réparations. C'est une étude française qui a été faite par la Société française d'arthroscopie en 2018, où sur 115 réparations sous arthroscopie, il n'y avait pas plus de
complications qu'une arthroscopie simple. L'échec était principalement la récidive dans 10% des cas. Il y avait plus de 80% de patients satisfaits. Le retour au sport était de 90% en loisir et 75% en compétition. Et le retour au sport était à 3 mois. Concernant la reconstruction, 171 patients, il y avait plus de complications, notamment neurologiques. L'échec était la douleur dans plus de 15% des cas. Il y avait 75% de satisfaits. Et le retour au sport, 80% en loisir, seulement 48% en compétition. Les pros, 71%. Et le retour au sport était beaucoup plus long, entre 5 à 6 mois. Donc en conclusion, l'entorse aiguë, faut savoir si c'est une entorse grave ou bénigne. L'entorse grave, la plupart du temps, il faut que ça cicatrise. Il y a une laxité clinique. Pour que ça cicatrise, il faut l'immobiliser. Il faut essayer de les faire marcher le plus rapidement possible. Et la kiné également. L'instabilité chronique, ça s'opère seulement s'il y a une vraie laxité. Qui dit instabilité ne veut pas dire laxité. La laxité, c'est clinique. Il faut que la force musculaire soit normale avant de les opérer et que l'instabilité soit prépondérante, prédominante par rapport à la douleur. La chirurgie, elle doit être anatomique, qu'elle soit réparation ou reconstruction. Ce n'est pas le problème, mais il ne faut plus faire de ténodèse. Open versus arthro, ça c'est chirurgien ou il n'y a pas de différence majeure. Mais l'arthroscopie, ça permet quand même de traiter les lésions associées, cartilagineuses, enlever des morceaux d'os au niveau de la moelle interne, par exemple, ou externe. Je vous remercie.